In the following 25 minutes, I will give you a short insight. Donc, le terme Arbeitsjuden est typique pour le langage nazi, et qui a été utilisé pour la première fois dans un petit village appelé Chelmno. Et il s'agissait de la liquidation des Juifs de la région baltique et du travail forcé, du travail d'esclavage qui a dû être effectué par les différents commandos. Et je vous parlerai également de la vie quotidienne des Juifs emprisonnés. Et Kuhlenhof était donc le premier camp de la mort créé dans la Reichsgau, c'est-à-dire la Pologne occidentale. Et contrairement à tous les autres camps de la mort de Pologne, donc c'est la civilisation, l'administration civile allemande qui a eu donc l'idée, et tout venait donc de l'administration du Reich située à Poznan, Posen en allemand à l'époque. Et donc j'explique maintenant qui vous voyez. Dr Herbert Mehlhorn, qui était responsable du département central de l'administration du Reich, avec tout ce qui concernait la solution finale dans le gouvernorat général de Pologne. Et le deuxième était donc responsable de l'organisation des camps de la mort où Mehlhorn n'a jamais subi un procès et Friedrich Häusner non plus. Ils n'ont jamais été poursuivis, jamais été condamnés. Il était donc le dirigeant d'un syndicat allemand, un petit syndicat, et l'autre était le dirigeant d'une entreprise qui fabriquait de l'armement dans le Bade-Württemberg. Nous savons que donc les contacts entre donc les dirigeants des camps et l'administration allemande de la Pologne a donc commencé en octobre 1941. Eh bien, on peut en conclure qu'au mois de septembre 1941, l'idée de l'extermination massive des Juifs avait trouvé donc son lieu idéal. Et vous voyez, au départ du 1er octobre 1941 jusqu'au début de 1942, l'endroit où le camp d'extermination a été érigé était loué par les SS. Et donc on peut déduire que dans la deuxième moitié de 1941, cette idée, donc l'idée de l'extermination des Juifs, avait trouvé un lieu idéal. 50 personnes, des équipes spéciales qui avaient déjà une expérience de la liquidation, donc des éléments jugés néfastes en Pologne. L'élite polonaise a été affectée donc à ce camp, et ceux qui avaient été donc chargés de creuser les tombes à Poznan, Posen en allemand, pour enterrer les victimes de l'euthanasie des personnes mentalement handicapées, ont été transférés là. On a créé donc une enceinte en bois, et aussi donc un
un entrepôt pour y entreposer les possessions personnelles des victimes. Voici une vue. Vous voyez la petite ville, le village, la rivière, et il y avait aussi un château près de l'église où les Juifs étaient assassinés au début du camp de Kohlhof. Il y avait aussi un village rural qui comptait 400 habitants. Il y avait 12 fermes, des maisons où des Reichs, des Allemands, donc provenant d'autres pays et réétablis là-bas. Et puis, cela dépendait de Wartbrücken ou Koła en polonais, la préfecture. Et Kohlhof était situé le long d'une route départementale et il n'y avait qu'un seul carrefour qui reliait Schuchhof et Lada. Et le château et l'église étaient visibles et donc il y avait une petite route qui conduisait à la rivière et puis il y avait aussi dans le voisinage immédiat l'école et sur le long de la route de Wartbrücken à Kohlhof, il y avait une forêt, la forêt de Schuchhof et sur la gauche, il y avait donc une pinède très dense qui se développait. Voici la situation à Kohlhof, ce petit village de Pologne occidentale. Et donc voici le côté avec le site du château et 2, c'est l'église. 5, 3 et 9 désignent une cantine, des bâtiments administratifs, le siège de la police, etc. Et la rue vers Kolo mène à la forêt de Schuchhof. Pendant la première période de décembre 41 après avril 43, le système d'élimination était établi à l'arrivée à Kohlhof par différents camions. Un seul passait donc la palissade en bois. Les victimes étaient donc obligés de descendre et les membres du Sonderkommando habillés de blanc leur disaient qu'ils allaient donc être incorporés dans différents bataillons de travail, mais qu'ils devaient d'abord prendre une douche et être désinfectés, que cela se ferait dans la maison en phase 2. Puis donc les Juifs montaient les escaliers, le perron, se déshabillaient et donc des prisonniers polonais récupéraient les effets personnels et puis ils devaient descendre, les futures victimes, dans les caves. Si les personnes hésitaient, ils étaient donc pour la première fois battus pour les obliger à entrer. Le couloir s'étendait sur toute la longueur du château, puis il y avait de nouveau des escaliers et les victimes se trouvaient de nouveau sur une plateforme où un des 3 camions à gaz fonctionnait. Et donc, les personnes paniquaient et donc, ils ne savaient pas exactement ce qui leur arrivait. En fait, les victimes étaient donc poussées dans les camions à gaz et les portes étaient fermées. Voici une photo du château d'avant la guerre. Il n'y a pas de photo, évidemment, lorsque le château servait de centre d'extermination.
Et puis, donc, le tuyau d'échappement amovible était fixé sur les camions et les moteurs étaient mis en marche. Et donc, on entendait les cris et les coups que les victimes donnaient à l'intérieur. Puis, le camion démarrait vers la forêt. Et là, les cadavres étaient déchargés dans des fosses. Et à l'automne, lorsque donc les cadavres en décomposition ont contaminé la nappe phréatique, on a dû donc les déterrer et les transférer dans un lieu pour les incinérer. Cette période d'extermination de masse s'est terminée au mois d'avril en 1943. Et donc, Kaiser, le Gauleiter, a donné une nouvelle affection dans la Wehrmacht, c'est-à-dire la division Prince Eugène. Et puis, il y a donc des undercommandos qui ont dû déterrer les cadavres, les brûler et niveler à nouveau le sol. Voici, vous voyez toujours les fondations du château qui a été rasé et de l'autre côté de la petite rue, l'église, qui, elle, existe toujours. Eh bien, ces circonstances pour donc faire disparaître les traces de meurtres de masse avait donc pour but de faire en sorte que Koulhof ne serait plus jamais utilisé comme centre d'extermination. Mais le centre a été remis en fonction pour donc liquider des juifs provenant de certains ghettos. Et quand donc des membres de la Gestapo ont retourné à Koulhof et aussi avec un commando pour procéder à l'incinération, des nouvelles pratiques, des nouvelles méthodes d'extermination de masse ont dû être appliquées. On a donc établi une enceinte à fil barbelé et Hans Bibo, membre de l'administration des ghettos, a donc monté une énorme tente de 20 sur 60 pour donc entreposer les effets personnels des victimes. Et donc, la forêt servait d'endroit d'extermination. Les Juifs devaient s'y déshabiller, devaient monter dans des camions qui se dirigeaient lentement vers les fours à incinération. Et donc, on a liquidé plusieurs milliers de juifs et 450 gitans. Encore une fois, 7000 juifs de Lichmannstadt y ont été liquidés en les obligeant à donc monter dans les camions à gaz. Et il y avait des ouvriers esclaves qui faisaient du travail forcé, à peu près 80 qui avaient été sélectionnés après leur arrivée. Ils étaient divisés en deux commandos, Schlusskommando et Waldkommando. Donc un commando château et un commando forêt. Et donc ils étaient insérés dans la procédure d'élimination. Ils devaient donc jeter les vêtements par les fenêtres à l'arrière du château et devaient donc tout fouiller pour trouver de l'argent, de l'or. Et tout était donc entreposé dans le bâtiment. Et de temps à autre, on procédait à des liquidations. Et donc, les commandos forêts devaient donc creuser les fosses
devaient enlever les cadavres des camions, vérifier les corps pour trouver des dents en or ou des bijoux, et nettoyer l'intérieur des camions et entretenir le feu des crématoires. Et parfois, quand des personnes juives étaient donc paniquées, et donc on ne pouvait pas les éliminer en leur tirant dessus. Et donc, on sait de différents jeux des essais où ils les utilisaient comme cible vivante, et c'était très dangereux donc d'allumer les crématoires ou de toucher les cadavres. Et il y a plusieurs cas de membres des Sonderkommandos qui se sont suicidés parce qu'ils avaient déjà enterré ou incinéré les membres de leur famille et qu'ils savaient parfaitement quel sort les attendait eux aussi. Et donc, il y avait aussi des gens qui étaient victimes de procédures sadiques. Et l'action Reinhardt et ce qui s'est passé dans le camp d'Auschwitz-Birkenau, là, l'expérience des Arbeitsjuden à Kuhnhof, du fait qu'ils étaient journellement et hebdomadairement confrontés à la mort. Ils voyaient aussi que la vie continuait dans le petit village, et donc il y avait aussi les acteurs qui gazaient au moins 1 millier de personnes par jour. Ils voyaient ce qui se passait. Et les Polonais vendaient du pain, des légumes aux Allemands, et parfois c'était les prisonniers juifs enseignés qui venaient ramasser les marchandises. Et puis les élèves allemands allaient donc à l'école qui se situait à moins de 100 mètres du camp, et ils voyaient les juifs enchaînés. Et donc, l'enfer des Juifs touchait la réalité et la normalité quotidienne de très près. Et donc, la clôture autour du château, là, on peut dire que donc la collecte des effets personnels, l'entreposage ou la réparation pouvaient être vus par tout le monde. Nous ne savons pas non plus combien de Juifs ont essayé d'échapper, mais on sait que le 22 du mois de février 1942, la Gestapo qui gérait le site a écrit donc à la Landratsamt, donc la sous-préfecture, que 3 Juifs avaient donc échappé. Ils demandaient de l'aide pour les attraper. Adrem Boe, 21 ans, de Mühlenthal, Milna Bayer, 41 ans, de Lichtmannstadt, et Abraham Taber, 29 ans, de Lichtmannstadt également. Abraham Boy, en fait, s'appelait Abraham Roy, et donc il s'est échappé du commando Forêt, et s'est donc réfugié à Krosnevich, ou Kroswitz, où il a trouvé des représentants de la communauté juive. Et donc, Rosa Kaplan a envoyé une carte postale à son mari, sur laquelle il disait ce qu'un échappé de Kulhof avait raconté. Et il y a aussi des exemples de personnes qui ont pu s'enfuir d'un Judenlager, d'un camp juif. Mais donc 3 jours après
la fuite de Koulov, Michael Pouzlechnik a pu donc s'enfuir et est allé à Grabouf où donc il a informé le rabbin Sluman pour que lui diffuse les nouvelles choquantes. Il avait été donc par la suite déporté à Auschwitz en 1944, d'où il est échappé également et a été donc libéré par des soldats soviétiques. Shlamavin allait à Piotr Tribunalski et puis allait donc au ghetto de Varsovie où il a été interviewé et ces témoignages ont été donc répertoriés comme Slamic Reports et ont figuré dans des comptes rendus adressés au gouvernement polonais en exil à Londres et ont apparu également dans des journaux étrangers. Il a été déporté du ghetto de Varsovie à Belzec en 1942. Mikhail Portneplik allait au ghetto et puis s'est caché dans une ferme et a été libéré à la fin de 1944. Tous ont fait de leur mieux pour informer les Juifs du camp d'extermination du Koulov et ont donc également donné des détails d'importance historique. Le 16 mai 1942, la branche principale de la Gestapo à Poznan, a donc informé que donc il fallait absolument prévenir les échappés et la fiancée d'un policier allemand a témoigné qu'on avait trouvé d'autres personnes échappées mais que celles-ci avaient été abattues. Et donc on peut comparer cette histoire avec deux échappés suivis de succès en 1944. Il y a tout d'abord un jeune garçon de 13 ans, Shimon Sprechnik, qui est arrivé du ghetto de Lichtenstadt en mars 1944, qui était en fait un des membres des premiers transports de juifs mis au travail forcé et est parvenu avec l'aide d'un policier allemand à survivre durant la deuxième période à Kulmnov en tant que membre d'un House Commando. Le deuxième cas est celui de Mordechai Suravsky, qui a été déporté du ghetto de Lichtenstadt en juillet 1944 et est arrivé au Wald Commando. Le 17 janvier 1945, lorsque l'armée rouge est arrivée à Lichtenstadt, les 47 juifs toujours présents sur place dans ce fameux grenier devaient être abattus. Shimon Shrepnik, en fait, a été visé par une balle. Il a reçu une balle dans le cou qui est ressortie par sa bouche alors qu'il était sur le sol, qu'il a réalisé la situation, qu'il attendait le tir suivant, a pu par la suite prendre la fuite en étant vêtu seulement de ses sous-vêtements. Suravsky s'est lui-même fabriqué une espèce de couteau à partir de la cuisine du grenier. C'était en fait une des dernières tâches qu'il a pu effectuer. Il a utilisé la confusion ambiante pour justement s'échapper dans un petit village proche appelé Ostrov, là où il a pu se cacher dans une grange en attendant l'arrivée de l'armée rouge. Sebrik, Shuravsky et Podlepnik ont pu fournir des informations détaillées dans le courant de l'été 1945, notamment lorsqu'un juge polonais, Władysław Bernast, a commencé à mener à bien son investigation et son enquête au niveau de cette scène de crime. Ils ont témoigné d'ailleurs lors du procès de Eichmann à Jérusalem et ont été interrogés par Claude Lanzmann dans le cadre du tournage du film sur la Shoah. Mais en sus de toutes ces informations historiques centrales, il y a bien entendu d'autres sources que nous pouvons exploiter ou utiliser. Nous savons qu'en date du 2 avril 1943, il y a toute une série de travailleurs esclaves qui connaissaient parfaitement le destin qui allait être le leur, qui ont pu cacher une note en disant « Cette note est écrite par des personnes qui n'ont plus que quelques heures malheureusement à vivre. La personne qui prendra connaissance de cette note éprouvera probablement quelques difficultés à croire la véracité de nos propos. Quoi qu'il en
en soit, la vérité est tragique, étant donné qu'en ce lieu, nos frères et sœurs ont été séquestrés et sont morts exactement dans les mêmes circonstances. Le nom de cette localité est Kolo. À une distance de 12 km de cette ville se trouve un abattoir, entre guillemets, pour êtres humains. Nous avons dû travailler là comme artisans parce qu'il y avait parmi ces personnes des tailleurs, des personnes qui étaient des artisans. Il y en avait quelques 17 et nous pouvons vous en donner les noms afin que vous puissiez, bien entendu, effectuer le suivi nécessaire au niveau des noms de ces personnes. Et le document se termine, et je cite, « Voilà donc les noms des personnes que nous vous donnons, que nous vous livrons ici. Il ne s'agit bien entendu que quelques noms parmi des centaines de milliers de personnes qui sont décédées sur place. » Shmuel Krakowski et Ilya Altman ont publié un document dans les études Yad Vashem en 1991 en tant que testament de ces derniers prisonniers du camp de la mort de Chemno. Bien que nous ne sachions rien de la possibilité qui leur avait été donnée de prendre des notes et les circonstances qui ont entouré la découverte de cet ouvrage ou de ce petit carnet de notes de 17 pages, nous savons qu'il a été trouvé et qu'il a pu être soumis à un comité antifasciste juif. Il est daté du 10 mars 1945 et se trouve à présent au niveau des archives centrales de Moscou. Il a dû être écrit après le 21 septembre, étant donné qu'un des auteurs, Berek Steinfeld, a daté son arrivée ce jour-là. Les 15 juifs qui ont décrit leur expérience personnelle, qui ont stipulé quel était leur nom, leur ville d'origine, etc., ont pu, bien entendu, avaient pour objectif d'informer leurs parents et de permettre qu'une revanche soit prise face aux Allemands. Quoi qu'il en soit, il y a 28 noms phonétiques d'auteurs allemands qui ont été repris également dans ce document. Pendant plusieurs années, la littérature sur l'extermination pratiquée au camp de Kulmnov a été relativement peu fournie. Les publications de Bernatz en 1946, de Servansky en 1964 et de Gulinski en 1991 ont présenté, bien entendu, toute une série d'informations de première main. Mais étant donné qu'elles étaient publiées en polonais, le sujet a souvent fait en sorte que le site soit resté parmi les sites oubliés, comme Manfred Struck l'a très bien dit, dans une compilation allemande de sources historiques afférentes à Kulmnov en 2001. Mais dans le cadre d'un second examen, on peut constater que la situation n'a peut-être pas été aussi catastrophique. Nous avons bien entendu toute une série d'ouvrages, notamment celui de Wushka Palimka Novak du musée de Konin, qui constitue une excellente compilation de souvenirs de témoins oculaires ou de récits de témoins oculaires qui ont été publiés. Dans le cadre d'une recherche de qualité qui a permis de remettre un petit peu dans le contexte ce qui s'était passé dans le cadre de la solution finale à Kulmnov en Pologne, nous avons par exemple les publications de Krakowski en 2007 qui ont été publiées respectivement en allemand et en anglais. Mais je me permets ici de dire que ce site meurtrier a probablement pu obtenir toute une série de récits intéressants par rapport à une contribution qui a été faite l'année dernière. L'étude Chemno et l'Holocauste, menée à bien par Patrick Montek, présente bien entendu tous les aspects de ce premier camp d'extermination. Et ce sont bien entendu des informations de première main qui nous sont fournies par rapport à ces Juifs mis au travail forcé.